Roland-Garros 2025, pour la première fois en Grand Chelem, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner se retrouvent face à face dans une finale. L'année dernière, c'est sur ces mêmes terres parisiennes qu'Alcaraz avait pris le dessus sur Sinner en demi-finale, avant de soulever pour la première fois le trophée en 2024. Quelques mois plus tard, à Rome, l'Espagnol s'est de nouveau imposé contre l'Italien, ajoutant une 4e victoire consécutive à son palmarès face à Jannik. Aujourd'hui, porte d'Auteuil, ils remettent le couvert dans un remake attendu, mais la donne n'est pas tout à fait la même. Cette finale prendra la forme d'un véritable duel d'approche. D'un côté, la vélocité et l'instinct, parfois imprévisible d'Alcaraz, de l'autre, la rigueur et la discipline tactique de Sinner. Ce dimanche, sur le cours Philippe Chatrier, chaque échange contre un double, chaque break sera capital et chaque joueur devra jouer jusqu'à la dernière goutte d'énergie. Cette finale promet d'inscrire un nouveau chapitre dans l'histoire du tennis. Avant de commencer l'analyse de cette finale, un mot du sponsor de cette vidéo, Pronovision. Imaginez deux frères aussi complémentaires qu'une paire de doubles, c'est un petit peu les Brian du pari sportif, qui vont vous guider avec des analyses claires, des résultats solides et une vision du jeu tranchante. Comme un slice parfaitement dosé. Pas de promesses en l'air, juste du pari sportif, et c'est exactement ce que ces deux frères proposent à travers leur canaux Pronovision. Ils ont eu de très bons résultats depuis Monte-Carlo et surtout ils ont enflammé la quinzaine à Roland-Garros avec plusieurs paris sur la partie over qui sont passés. Donc un over, c'est quand les deux joueurs gagnaient au moins un set et ils ont su être fins et trouver les bonnes affiches justement pour se mouiller et pour aller sur ce pronostic. Je vais d'ailleurs vous afficher tous les pronos qui sont passés durant cette quinzaine concernant les overs. Alors, qu'est-ce qu'ils vous proposent pour vous accompagner, pour vous guider? Il y a justement plusieurs offres. Un Telegram gratuit où je vous mets le lien en description, vous pouvez le rejoindre et vous avez quelques pronostics de façon quotidienne. Et également un Telegram privé où là vous allez avoir accès à l'ensemble de leurs pronostics. Deux moyens pour rejoindre ce Telegram privé. Soit vous leur envoyez vision en message privé sur Instagram et derrière vous allez pouvoir tester gratuitement leur méthodologie. Soit vous pouvez directement souscrire à leur offre et vous avez moins 20% avec le code GST20. Bien évidemment, tous les liens sont en description. Et bien sûr, on reste responsable. Pariez uniquement si vous êtes majeur, jouez de façon maîtrisée et ne misez que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Et pour compléter cette analyse sur la finale de Roland-Garros 2025, je vous invite à rejoindre maintenant leur Telegram gratuit pour avoir un autre avis, une autre analyse. Un grand merci à Pronovision de sponsoriser cette vidéo. Leur histoire a commencé au détour d'un challenger à Alicante sur terre battue, et voici que Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, pour la première fois de leur carrière, se retrouvent en finale d'un tournoi du Grand Chelem. L'Espagnol mène 7-4 dans les affrontements, et surtout, il reste sur 4 victoires consécutives. Il y a 2-1 pour Carlitos sur terre battue. L'un jouera pour son second titre à Roland-Garros, son 5e titre en Grand Chelem, et l'autre pour son premier sacre à Paris, son 4e en majeur. À 23 et 22 ans, l'histoire peut s'écrire devant nos yeux ce dimanche. Le premier semestre 2025 de Jannik Sinner a été marqué par son doublé à l'Open d'Australie, son 3e titre en Grand Chelem après l'US Open et 2 à Melbourne, et surtout une suspension de 3 mois pour négligence de son staff. Je ne vais pas vous refaire l'histoire du close table. Il est revenu à la compétition à Rome où ça a été quand même assez encourageant, même s'il s'incline en finale en 2-7 contre Carlos Alcaraz. Il est actuellement à 18 victoires pour une défaite, dont 11 victoires pour une défaite sur terre battue. L'ocre est sans doute la surface où son jeu s'exprime le moins bien parce qu'il ne va pas avoir tous les avantages qu'il peut avoir sur une surface plus rapide comme sur le dur, notamment la dynamique service-retour qui est atténuée. Forcément, la terre battue, c'est beaucoup plus lent. Du coup, la balle va revenir et ton service va être moins tranchant. Pareil, également, au niveau de ses compétences athlétiques qui vont être testées au fil des matchs, parce que la terre battue, c'est éreintant. Et on sait que Jannik Sinner, il peut avoir cette fragilité. Et après, son fond de commerce à lui, c'est quoi? C'est vraiment de prendre la balle très tôt, d'asphyxier ses adversaires et de faire le point en 2-3 coups de raquette. Sauf que sur terre battue, encore une fois, c'est plus lent, donc la balle va revenir et derrière, c'est un peu le serpent qui se prend la queue. Jannik Sinner va accroître justement son risque d'erreur et c'est pour ça qu'il n'est pas aussi menaçant sur la surface ocre. Néanmoins, et c'est quand même à souligner, il a beaucoup progressé sur la terre battue. Là, il fait une finale en 2025, il est en demi-finale déjà à Roland-Garros en 2024, donc on sent tous les ajustements qu'il a su faire, même si ce n'est pas sa surface naturelle. Au niveau de son parcours, Rinderknecht où ça fait 3-7 et ça a duré 2h15, Gasquet 3-7, 1h57, Lejčka 3-7, 1h34, Rublev 3-7, 2h,
Contre Bublik, ça fait 3-7 en 1h49. Et en demi-finale, il a sorti Novak Djokovic en 3-7 en 3h16 de jeu. Pour arriver en quart de finale, son match le plus compliqué a été son premier tour contre Arthur Rinderknecht. Le Français va mener 4-0 dans le troisième set avant de perdre 7 des 8 prochains jeux. On a Arthur qui a montré des choses intéressantes, beaucoup de variations, d'agressivité. On sentait qu'il tentait son va-tout. Ça a notamment été le cas dans le troisième set, mais ça n'a pas suffi avec un Sinner qui s'est remobilisé. Et à la fin, finalement, c'est une victoire en 3-7 pour l'Italien. Les matchs contre Lejkam et Rublev sont trompeurs, je trouve. Beaucoup se sont enflammés sur les réseaux sociaux par rapport à ses performances. Des grosses performances quand même de la part de Yannick Sinner. Il ne faut pas amoindrir ce qu'il a montré. Mais encore une fois, face à des joueurs qui proposent exactement la même chose que l'Italien, mais en faisant tout moins bien, c'est-à-dire des profils de joueurs qui jouent de façon assez linéaire, Yannick Sinner, avec son statut actuel, il ne peut pas perdre contre ses adversaires. Et c'est exactement ce qu'on a vu contre Laichka, et c'est exactement ce qu'on a vu contre Rublev, où il a su exploiter les défaillances de ses adversaires. Pour Andrei Rublev, c'est quoi les défaillances? C'est sa seconde balle, il s'est fait manger dessus, 29% de points gagnés derrière. Ensuite, également son revers, on a vu Yannick Sinner vraiment diriger le jeu sur le revers d'Andrei Rublev, l'étirer un petit peu sur cette partie du court pour ensuite l'attaquer sur son côté coup droit. Forcément, quand tu commences à déplacer ton adversaire sur la latéralité du court, tu exposes ses lacunes à la défense et derrière, l'addition peut être très salée. Et dans son quart de finale contre Bublik, l'écart de niveau était de taille. On sait que le Kazakhstanais a fait le tournoi de sa vie sur ce Roland-Garros et il a lâché énormément d'influx en huitième de finale. Après sa victoire contre Jack Draper, on l'a vu avec sa célébration. Et là, ça a été très très compliqué d'exister contre l'Italien. Il a donné l'illusion dans le second set en tenant exclusivement avec la qualité de son service, plus de 74% de première balle. Mais dès que ce compartiment du jeu-là a shooté ou était un petit peu moins bon, on voit que ça donne tarif dans le premier et dans le troisième set où il arrive seulement à inscrire un jeu. Alors autant il y avait des circonstances atténuantes jusqu'en demi-finale, j'étais le premier à douter, je te l'ai dit, il a joué des joueurs assez linéaires dans leur façon de frapper la balle, ce qui fait que Yannick Sinner forcément va prendre l'avantage sur ce style de joueur. Par contre, mettre 3-0 à ce Novak Djokovic en demi-finale à Roland-Garros, c'est très très costaud parce que Djokovic, il a sans doute fait son meilleur match et de loin depuis sa finale gagnée aux Jeux Olympiques contre Carlos Alcaraz. Ça a été assez impressionnant ce qu'a pu proposer le Serbe à 38 ans dans ce match contre l'Italien. Et pourtant, le bilan, c'est quand même 3-7-0. Un Novak Djokovic qui s'incline 6-4, 7-5, 7-6 contre Yannick Sinner qui a été impérial. Vraiment un calme. C'était assez incroyable. Je suis encore sous le choc par rapport à ce que nous a montré l'Italien. Déjà, Djokovic, il a réussi enfin à rebriquer son adversaire, ce qui est une grande première depuis la Coupe Davis. Il a mis fin à la série de 63 jeux de service remportés de façon consécutive de la part de l'Italien dans ce Roland-Garros, sachant que le dernier joueur à l'avoir breaké, c'était au premier tour, c'était Arthur Rinderknecht. Et franchement, ce qu'a fait Yannick Sinner, c'est assez époustouflant. 10 aces, seulement 51% de première balle, mais par contre, c'est 79% de réussite derrière sa première balle et 63% derrière sa seconde balle. On a vu Novak Djokovic avoir du mal à négocier la seconde de son adversaire, où Yannick Sinner variait et Djokovic des fois était un petit peu trop proche de la balle. Il a fait quelques cadeaux à son adversaire. Et Djokovic, qui pourtant a fait un match monumental, il a vraiment montré qu'il était encore capable de faire de très très grandes choses. Mais Yannick Sinner, c'est étouffant, c'est asphyxiant, avec cette puissance de feu, cette profondeur. Il a parfaitement su exploiter Djokovic dans la latéralité du court. Et avec cette puissance, il a vraiment mis à mal son adversaire, Djokovic, qui à chaque fois était sous pression et a vécu ce qu'il a fait vivre à ses adversaires durant plusieurs années. Ce réalisme, on a vu un Yannick Sinner sauver 3 balles de 7 dans le troisième set, être ultra calme, ultra froid. Et Novak Djokovic, même s'il n'a breaké qu'une seule fois son adversaire et qu'il a eu toutes les peines du monde à relancer les services de Yannick Sinner, dans le premier set, il y a une fois où il arrive à aller à 30 sur le service de l'Italien, dans le deuxième set 5 fois et dans le troisième set 3 fois quand même, ce qui fait qu'il y a eu 9 jeux accrochés de Yannick Sinner où Djokovic a breaké une fois, mais finalement ça s'arrête là et à la fin l'addition est quand même ultra salée parce que Yannick Sinner n'a pas perdu le moindre set dans cette quinzaine à Roland-Garros et le message est quand même positif aussi pour Novak Djokovic qui fait un super match, mais ça ne suffit pas pour inscrire un set contre le numéro 1 mondial. En incluant les Next Gen Finals, il s'agira de sa 27e finale. Actuellement, il en a remporté 20 et surtout, il est invaincu en finale de majeur.
Contrairement à son adversaire, Carlos Alcaraz était le joueur qui arrivait avec le plus de certitude à Roland-Garros. Tenant du titre, et surtout, il a fait une excellente campagne sur ocre, 15 victoires, 1 défaite. Avant son début porte d'Auteuil, il est désormais à 21 victoires pour 1 défaite sur terre battue. À titre de comparaison, avant Roland-Garros et sur terre battue, en 2024, il était à 5 victoires pour 3 défaites. En 2023, 20 victoires pour 2 défaites. Et en 2022, 16 victoires pour 1 défaite. Ce qui fait que pour le moment, la quantité ne lui a pas donné raison parce qu'en 2022 et 2023, il arrivait très fort avant Roland-Garros et pourtant, il n'a pas décroché le Graal, contrairement à 2024 où il avait plus d'incertitudes autour de lui. En tout cas, cet excellent bilan sur terre battue, avec notamment des titres à Monte-Carlo et Rome, permettent un petit peu de masquer son début de saison qui n'a pas été à la hauteur des attentes, avec pas mal de défaites surprises contre Novak Djokovic à l'Open d'Australie, contre Laichka, contre Goffin et contre Draper. Et pourtant, c'est ça le paradoxe concernant Carlos Alcaraz, c'est que le niveau qu'il a montré durant cette période sur terre battue, il n'est pas très loin de ce qu'il a pu montrer durant ces défaites qu'on vient de citer précédemment. Sauf que sur terre battue, il a une marge supplémentaire, il maîtrise cette surface à la perfection, que ça soit avec son coup droit qui fait vraiment très mal, cette variation de hauteur, cette balle très liftée. Côté revers, il arrive à amoindrir un petit peu cette défaillance, notamment en temporisant avec des balles très hautes pour ensuite attaquer avec son coup droit. Pareil, le service, quoi qu'il arrive, sur terre battue, tout est ralenti. Donc même si tu te fais breaker, tu peux aller prendre le service de ton adversaire. Et surtout cette capacité à avoir une excellente transition défense-attaque, sans parler du fait que c'est un joueur extrêmement mobile qui se déplace parfaitement bien sur le court. Au niveau de son parcours, Zeppieri en 3-7, 1h56, Maruchan 4-7 en 2h09, Dzumhur 4-7 en 3h14 et Shelton 4-7 en 3h19. Contre Tommy Paul, ça fait 3-7 en 1h34 et en demi-finale abandon de Musetti au 4e set après 2h25 de jeu. Sur le papier, c'était clairement abordable et pourtant il a perdu quelques manches en cours de route. Contre Maruchan, l'Hongrois qui l'avait battu il y a quelques années à Rome, Carlos Alcaraz a décidé d'adapter sa position à la relance en étant beaucoup plus proche pour justement ne pas s'exposer aux amortis plus sains de son adversaire qui lui avait fait si mal à Rome il y a quelques années où il s'en était pris une dizaine et ça avait vraiment fait la différence, où Maruchan avait su exploiter cette position lointaine à la relance de Carlos Alcaraz. Il lui prend un set où il va vraiment augmenter sa qualité de service avec 74% de points remportés derrière sa première balle, mais derrière les 3 sets que prend Alcaraz, il n'y a pas photo, il aura fait une copie très propre. Tout semblait tranquille également contre Damir Dzumhur, 6-1, 6-3 et finalement le Bosniaque prend le 3e set et va mener 2-0 puis 3-1. Dans le 4e set, on va se dire tout va être relancé, mais non, Carlos Alcaraz va réussir à verrouiller ça malgré quelques petites errances et des erreurs par-ci par-là. Il a été face à un adversaire qui a fait preuve de très bonnes compétences athlétiques, défensives, qui peuvent justement gêner un petit peu l'Espagnol. Contre Shelton, cela aurait pu être encore plus accroché, étant donné que l'Américain peut complètement prendre le premier set. Il va manquer un petit peu de réalisme face à un Carlos Alcaraz qui va donner le change et derrière il ne prendra qu'un set, c'est le 3e, là où Carlos Alcaraz a réussi à verrouiller cette rencontre en 4-7 où on n'a pas vu de stratégie vraiment très claire à la relance de la part de l'Espagnol, c'était pas évident. Ce qui fait que Shelton a eu pas mal de points gratuits, notamment sur sa seconde balle. Une très bonne partie de la part de l'Américain, honnêtement, qui a bien tenu les diagonales, notamment celle revers sur le coup droit de Carlos Alcaraz, qui a proposé des choses, qui s'est plutôt bien déplacé. On sent vraiment ses progrès récents. Mais en face, on a une bête et Carlos Alcaraz, franchement, avec ses transitions défense-attaque, il arrivait totalement à inverser le cours de certains échanges, ce qui fait que Carlos Alcaraz arrive en quart de finale en perdant plusieurs manches, mais pour la plupart, c'est vraiment dû au niveau de jeu de ses adversaires qui ont vraiment su donner le change contre l'Espagnol. En quart de finale, Carlos Alcaraz il affrontait Tommy Paul, un joueur qui lui a systématiquement pris au moins un set, sauf sur 2 de leurs confrontations avant ce face-à-face à Roland-Garros. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que dans ce match, l'Espagnol il a passé la vitesse supérieure. On a eu un Tommy Paul un petit peu émoussé, peut-être gêné au niveau de ses abdominaux. On l'a vu sur ses premiers tours, il a fait d'énormes combats, même s'il y a eu ce 8e de finale en 3-7 contre Alexei Popyrin. Et Carlos Alcaraz, il a été impérial, impressionnant dans tous les compartiments du jeu, parce qu'on a eu un Tommy Paul qui n'a pas pu exécuter son plan de jeu. On sait que d'habitude, il arrive à prendre la balle très tôt, à pressuriser son adversaire, à suivre au filet. Et là, il en a été incapable dans les 2 diagonales. Il s'est fait manger, que ça soit sur celle revers, où il peut avoir un petit peu l'avantage. Là, il n'arrivait pas à mettre suffisamment de pression sur le revers de son adversaire, Carlos Alcaraz, qui arrivait à décaler comme il le souhaitait avec son coup droit. Et côté coup droit, là, on sait que c'est un petit peu le penchant faible de l'Américain, avec ce poignet fléchi où techniquement, c'est très compliqué. Et là aussi, l'Espagnol s'est amusé avec une foison de coups gagnants. 22 coups gagnants avec son coup droit pour l'Espagnol et 16 fautes directes dans ce même compartiment du jeu pour l'Américain.
On a une demi-finale étrange entre Lorenzo Musetti et Carlos Alcaraz, sachant que l'Italien va abandonner au 4e set. Ça fait écho un petit peu à ce qui s'est passé à Monte-Carlo, avec une entame très nerveuse de la part de Carlos Alcaraz. Pourtant, bon, il mène quand même largement dans les confrontations. Il a eu du mal à trouver son service, seulement 41% de première balle dans ce premier set. Il a commis énormément de fautes. On le sentait pas bien positionné, des choix tactiques un petit peu douteux. Il y a le jeu où il se fait breaker à la fin du premier set où il ne passe aucune première. Là où Lorenzo Musetti a été plutôt appliqué, il a fait son match. Encore une fois, il a joué avec beaucoup de créativité, même si c'est compliqué dans ce face-à-face contre l'Espagnol, avec une très bonne qualité de première balle, 71% de premier service. Je rappelle que c'était dans des conditions indoor avec le toit fermé, ce qui fait qu'on avait des conditions lentes avec un rebond bas et on a senti l'Espagnol qui peinait à exprimer son jeu. C'est finalement l'Italien qui prend cette première manche en faisant quand même 12 fautes directes et seulement 6 coups gagnants. Donc ça donnait un petit peu le ton. On a un deuxième set où Carlos Alcaraz va breaker rapidement, va se faire débreaker. Il a du mal vraiment à creuser l'avantage et pourtant on sait que dans ce face-à-face, l'Espagnol, il a les armes avec ses armes offensives. Là où Lorenzo Musetti, c'est beaucoup plus compliqué. S'il se fait prendre de vitesse côté revers, il va avoir tendance à slicer. Et là, tu donnes une balle facile à Carlos Alcaraz pour qu'il puisse décaler, attaquer avec son coup droit. Et côté coup droit, justement, si tu l'attaques aussi, c'est difficile avec cette préparation ample. Donc, il doit reculer un petit peu plus. Mais derrière, il perd un peu son potentiel offensif. Et il aura fallu attendre le tie-break pour voir un énorme Carlos Alcaraz. Le troisième set aussi qui est immaculé. Et après, il y a l'abandon avec la baisse physique et mentale de Lorenzo Musetti qui, comme à Monte-Carlo, aura tout donné sur un set. Où Carlos Alcaraz, dès qu'il se sera mis dedans, il faisait totalement la différence et l'écart de niveau était assez colossal parce que au début, ses positions offensives n'étaient pas très bonnes dans le premier set. Et petit à petit, le coup droit a commencé à mieux se relâcher. Et derrière, forcément, il fait la différence, notamment dans le troisième set, avec une bien meilleure qualité de coup droit que son adversaire. Et malheureusement pour Lorenzo Musetti, ça se termine sur un abandon, alors qu'il avait fait une superbe campagne sur terre battue. Il a pas mal de points à défendre sur gazon. On espère que c'est pas trop grave. Et Carlos Alcaraz, qui a montré de la nervosité, mais mieux vaut jouer un match comme ça en demi qu'en finale. En tout cas, il faudra vraiment qu'il corrige le tir, même si dès que les planètes étaient alignées, c'est quand même assez fou ce qu'il a su proposer en termes de niveau de jeu dans cette rencontre, sur les derniers sets notamment. Il s'agira de sa 27e finale. À l'heure actuelle, il en a remporté 20 et surtout, il est invaincu en finale de majeur. Au fait, si tu ne connais pas, nous, c'est Games Talk, on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune et en plus, on te raconte des histoires passionnantes autour de ce magnifique sport. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, qui t'apporte de la valeur, tu prends ta raquette, tu fais ton meilleur Joe Post-match sur le bouton pour t'abonner et surtout tu actives la petite cloche pour être notifié dès que nous sortons une nouvelle vidéo. Si on regarde les conditions météo, ça devrait pas énormément peser dans la balance. A priori, des conditions plutôt douces, 20 degrés, quelques nuages, peut-être quelques gouttes par-ci par-là le matin, mais pas des conditions extrêmes. Forcément, pour parler des clés tactiques de ce match, je vais me baser sur la rencontre qu'on a eue il y a quelques jours à Rome, où pour moi, il y a vraiment deux clés dans ce face-à-face entre Carlos Alcaraz et Yannick Sinner. La première, c'est vraiment la dynamique service-retour. C'est vrai qu'on pourrait penser que logiquement, l'Italien la domine parce qu'il sert mieux que son adversaire. Il arrive également à mettre beaucoup de pression à la relance. Et pourtant, sur 2 des 3 matchs qu'ils ont disputés en 2024, c'est bien Carlos Alcaraz qui avait le plus de points gagnés derrière sa première balle. Et on avait des schémas de jeu très intéressants, notamment à Rome, parce que Alcaraz, il arrive à faire mal côté égalité avec son slice sortant extérieur sur le coup droit de Yannick Sinner, où cette balle flottante, il a du mal à la remettre. Et côté avantage, un kick extérieur sur le revers de l'Italien, où il s'est procuré énormément de points gratuits. Donc à voir ce que va proposer Yannick Sinner à la relance. On sait qu'il était encore en phase de rodage par rapport à son retour à la compétition en Italie. Là, j'attends vraiment qu'il trouve une solution à la relance pour essayer de donner le change. Côté italien, au niveau du service, il peut s'appuyer sur son service sauté qui avait fait plus de 76% de points gagnants en 2024 dans leur demi-finale à Roland-Garros, où c'était vraiment un schéma de jeu qui avait été payant contre Carlos Alcaraz, parce qu'on a 2 joueurs qui relancent de façon différente. On a Yannick Sinner qui est capable de mettre beaucoup de pression dès le premier coup de raquette, où la balle va revenir très vite, de façon très profonde, et c'est compliqué pour ses adversaires de s'organiser, contrairement à Carlos Alcaraz qui lui va reculer et va se donner un petit peu de temps
pour faire justement parler sa transition défense-attaque au bout de 2-3 coups de raquette. Et la deuxième clé qui est capitale, c'est le jeu de fond où Alcaraz, pour moi, là, il a l'avantage. Pourquoi? On a Jannik Sinner qui peut avoir quelques défaillances, qui, contrairement à Novak Djokovic, n'a pas cette capacité de changer autant de rythme, de changer autant de direction. On sait, Novak Djokovic, il est capable, que ce soit côté coup droit, côté revers, d'aller long ligne. Là où l'Italien, lui, est un petit peu plus conservateur et va avoir plus tendance à axer le jeu dans la diagonale. On l'a vu, c'est très compliqué pour lui. Il a tendance à s'empêtrer dans cette diagonale coup droit, dans cette diagonale revers. Et dès qu'il va tenter le long ligne, il n'est pas forcément aussi précis, aussi millimétré que son rival Serd. Ce qui fait que Carlos Alcaraz, il peut avoir pas mal de points gratuits. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un Carlos Alcaraz qui va exploiter le coup droit en bout de course de Jannik Sinner, qui peut être un petit peu défaillant, un petit peu erratique. Et surtout, Carlos Alcaraz, il va faire parler ses variations de hauteur, parce que à aucun moment, il doit jouer dans le même rythme, dans le même ton que son adversaire italien. S'il veut le jouer en puissance, s'il veut jouer de façon linéaire, il va se faire manger comme Laichka, comme Rublev, et comme ça avait été le cas aussi sur des sets à Indian Wells et à Roland Garros en 2024. Non, Carlos Alcaraz, lui, il doit proposer de la variation, ne jamais donner le même plan de frappe à son adversaire. Ça veut dire jouer des balles hautes, derrière changer de rythme, attaquer. Et avec son coup droit, il peut faire la différence, il peut faire reculer Jannik Sinner pour ensuite vraiment l'étirer sur la latéralité du court, le forcer à faire des coups droits en bout de course où il est un petit peu moins bon. Et côté revers, où là aussi, on peut penser que c'est Jannik Sinner qui a l'avantage, et c'est vrai, il a un meilleur revers. Par contre, Alcaraz, il avait fait des choses très intéressantes à Rome, avec des balles bombées, justement, pour derrière se procurer des balles courtes et tourner autour de son revers et attaquer avec son coup droit long de ligne, également le slice pour casser un petit peu le rythme. Là encore, à chaque fois, il ne faut pas donner la même qualité de balle à son adversaire. Donc pour moi, ce qui est vraiment à surveiller, c'est comment Jannik Sinner va réagir, que ça soit à la relance, et également pour contrer un petit peu cette diagonale coup droit, ces coups droits en bout de course où il est un petit peu erratique. Est-ce qu'il va être en mesure d'attaquer longue ligne, de changer un petit peu plus de direction? Ça peut faire la différence, et voir aussi si Carlos Alcaraz peut tenir de A à Z un plan de jeu clair, être discipliné comme ça a été le cas à Rome, un match où on ne retiendra pas forcément les niveaux de jeu, beaucoup de nervosité, mais où Carlos Alcaraz a su être appliqué et jusqu'au bout, il a tenu son plan. Avec tout ce que je t'ai dit, je vois une victoire de Carlos Alcaraz en 4 ou 5 sets. Pour moi, vraiment, il a l'avantage par rapport à ce qu'il a montré tout au long de la quinzaine. Il a l'avantage également de cette surface où son jeu se sublime. Il a beaucoup de confiance par rapport à ce qu'il a pu faire à Monte-Carlo, à Rome. C'est vraiment le joueur qui offre le plus de garanties. En tout cas, je suis curieux d'avoir ton pronostic. N'hésite pas à me dire qui tu vois gagner en commentaire. Et pour patienter jusqu'à cette grande finale où on sera là pour la commenter en direct avec Rob, on va se régaler. Je compte sur toi. Je t'invite à aller voir cette vidéo qui retrace cette génération dorée de joueurs français qu'on n'a pas su respecter et apprécier à leur juste valeur.